Bonjour et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi aujourd'hui Corinne Saillé. Corinne, bonjour. Bonjour Shlomi. Alors Corinne, tu es hypnothérapeute. Comme moi, on est collègues. Hein. C'est ça, voilà. Exactement. À Deuil-la-Barre, à côté d'Enghien-les-Bains. On est voisins aussi. On est voisins aussi et c'est assez exceptionnel, extraordinaire. Et je t'invite aujourd'hui pour parler de toi, pour parler de l'hypnothérapie, pour parler également du livre que tu as écrit qui s'appelle Désespérance d'un thérapeute. Donc je le montre à la caméra pour qu'on puisse le voir et également le commander sur Amazon, je suppose. C'est ça, tout à fait. Voilà, très bien. Alors on va parler de ça. Je vais te proposer de t'introduire, de dire un peu qui tu es à nos auditeurs et auditrices. Avec plaisir. Donc, je suis, comme tu l'as dit, Shlomi, praticienne en hypnose ericksonienne et spirituelle, avec quelques spécialisations sur la gestion du poids, l'arrêt du tabac, l'accompagnement des enfants et des adolescents, avec les outils créatifs et l'hypnose, et puis hypnomagnétiseuse également. Je suis également cofondatrice du Centre européen d'arrêt du tabac par l'hypnose, qui a ouvert à Paris au mois de septembre, et puis directrice de l'école de formation Hypnotise. Et donc auteur de ce livre, Désespérance d'un thérapeute. Alors, je voudrais juste rassurer tout le monde, parce que j'ai eu quelques messages quand j'ai sorti ce livre. Non, je ne suis pas au désespoir, tout va bien pour moi, tout est OK. C'est pas parce que ce livre s'appelle comme ça que je ne vais pas bien, non, je vais parfaitement bien. Oui, c'est, comme on dit, une petite provocation, hein, donc la thérapie provocatrice, on l'appelle, mais pour provoquer justement la curiosité et dire tiens, mais de quoi elle va bien pouvoir nous parler, cette thérapeute qui peut-être indiquerait qu'elle serait peut-être désespérée. C'est ça. C'est complètement ça. C'est un peu de la provocation. Le sous-titre, c'est « Celui avec qui rien ne marche ». Alors, c'est bien « Celui avec qui rien ne marche », c'est très ciblé. Hein. Et effectivement, ce livre, il était pour attirer la curiosité de tout à chacun, que ce soit des praticiens en hypnose ou en thérapie brève ou dans l'accompagnement au bien-être. Et aussi des personnes qui, éventuellement, s'intéresseraient à l'hypnose de près, de loin, découvrir un petit peu ce que c'est que l'hypnose, ce qu'on peut faire, comment ça peut nous aider à avancer sur notre chemin de vie. Voilà, donc c'était un petit peu cette provocation avec un livre qui se veut à la fois léger, humoristique et puis aussi pédagogique. Tout à fait. Et donc, avec beaucoup d'exemples, puisque j'ai lu ton livre, il se lit très facilement, il est agréable à lire puisqu'il va parler aussi d'histoire de vie. De témoignages thérapeutiques vus de ton côté, mais vus aussi du côté des gens qui viennent te voir. Et je trouvais très pertinent ce genre de témoignages parce que ça va parler à tout un chacun. Peut-être que pas tout le monde est concerné par le poids, mais un autre va être plus concerné par le stress ou par une déprime ou autre chose. Donc, en effet, il a sa place aujourd'hui dans ce qu'on appelle les thérapies alternatives, mais c'est très, très profond et ça permet aussi d'éviter d'aller faire des thérapies lourdes qui ne sont pas toujours efficaces. Oui, c'est vrai que ça permet d'aller chercher de manière assez rapide finalement les solutions qu'on peut avoir parfois dans notre problématique de vie. Alors effectivement, comme tu dis, hein, tout le monde ne va pas être concerné par la gestion du poids, mais on va avoir des problématiques de confiance en soi, de gestion du stress, de traumatisme aussi, hein, qui nous poursuivent ou qui nous suivent comme ça dans notre vie et dont on a envie de se libérer à un moment donné. Je voulais vraiment pas faire un livre qui soit un catalogue de protocoles en hypnose. Voilà, s'il y a ça, on va faire ça, s'il y a ça, on va faire ça. Ça, il y en a pléthore hein, de livres qu'on trouve comme ça sur le marché. Et dans le côté, je ne suis pas très conventionnelle en fait en tant que praticienne en hypnose. C'est-à-dire que je pars du principe qu'on ne peut pas utiliser un protocole tout fait avec chaque personne, même si la problématique de la personne semble être identique. Donc l'idée, c'était vraiment, et c'est ce que je propose aussi en formation, de développer sa créativité, d'être vraiment à l'écoute de la personne qui vient nous voir, qui a ses propres solutions et qui va nous les amener en fait hein, sur un plateau. Et nous, on va être juste médiateur, fédérateur d'un changement, mais sans avoir besoin de lire un script comme ça, tout collé, parce que la confiance en soi chez monsieur va pas être le même que chez cet autre monsieur, vient pas de la même chose. Et puis, aussi, quand une personne vient nous voir en disant « Oui, je viens parce que j'ai un problème de confiance en moi. Oui, mais qu'est-ce que c'est ? Pour vous, la confiance en soi. Qu'est-ce que ça serait si vous aviez confiance? Pour certaines personnes, et tu le sais, hein, parce que tu les reçois aussi, ça va être, je vais pouvoir prendre la parole dans mon travail, même devant 25 personnes, et ça ne me pose pas de souci. Pour d'autres personnes, ça va être de m'autoriser à dire non, par exemple. Quand on me demande quelque chose, moi, je dis toujours oui.
parce que j'ai tellement peur qu'on m'aime pas, donc je manque de confiance pour m'assumer. Pour une autre personne, ça veut dire pour enfin pouvoir dire à ma mère que vraiment elle m'enquiquine. Voilà, donc toutes les personnes ont leur chemin de vie, toutes les personnes ont leurs problématiques, mais elles sont propres à elles. Donc vraiment, dans ce livre, ce sont des exemples d'outils que j'ai pu utiliser, d'hypnose ou autres d'ailleurs. Hein. Bien sûr, et ça fait appel à... quand on parle de l'hypnose, on parle de l'inconscient, mais on parle donc de l'imagination, de l'imaginaire, ça fait appel à beaucoup d'imagination. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce quand on a affaire à l'imagination, c'est infini. Les possibilités sont infinies, puisqu'on peut tout imaginer, bien sûr. Même des mondes qui n'existent pas, et donc des solutions qui sont magiques et imaginaires. Et finalement, à partir du moment où ça fonctionne, eh bien, on est satisfait. Bien sûr. Donc et c'est vrai ça que sort des conventions. En fait. Tout à fait. Et je pars du principe que c'est pas le thérapeute qui a les solutions, en fait. C'est la personne qui les a. Elle a ses propres solutions et ses propres ressources. Qui serais-je, moi, pour dire, mais monsieur, c'est ça que vous devez atteindre, c'est ça que vous devez faire, et je sais parce que je suis praticienne en hypnose. Non, je sais pas en fait, parce que je suis pas dans ses baskets, parce que j'ai pas vécu sa vie, parce que moi j'ai ma propre vie, et qu'à un moment donné, je ne rentre pas non plus dans son cerveau pour aller comprendre comment ça fonctionne. J'ai assez à faire avec le mien, pour aller en plus contrôler quelque chose ou appuyer sur le bon bouton. C'est lui qui va le faire, hein, pas moi. Bien sûr. Et donc, pour revenir un peu au livre, ça permet de démystifier l'image qui peut être un peu... Moi, je vois les gens qui viennent... j'ai jamais fait d'hypnose et j'ai très peur. J'ai très peur que vous rentriez dans mon cerveau, j'ai très peur que vous manipuliez, j'ai très peur d'aussi... Bon, mais je viens quand même parce qu'on m'a recommandé, mais... Voilà. Et il y a des milliers et des milliers de personnes qui ne viendront jamais parce qu'ils ont peur de ce mot-là, de hypnose, où on va, soi-disant, vous prendre et faire de vous ce qu'on veut. Oui, puis contrôler ce que les gens vont faire. Alors après, ça vient un petit peu de cette croyance qu'on véhicule ou qui peut être véhiculée en hypnose de spectacle, parce que c'est vrai que quand on voit en hypnose spectacle ce que les gens sur scène sont capables de faire, que parfois peuvent nous mettre mal à l'aise, d'ailleurs, et qu'on se dit, mais j'aimerais pas du tout être à sa place. Il faut savoir, et c'est vraiment important que les gens comprennent qu'un hypnotiseur, aussi bon soit-il, aussi reconnu soit-il, ne fera jamais faire à quelqu'un ce qu'il ne veut pas faire. Donc les personnes qui sont sur scène et qui font ces choses, c'est que c'est parce que c'est OK pour eux. Au-delà de ça, et je ne crache absolument pas sur l'hypnose de spectacle, parce que je suis aussi hypnotiseur de spectacle. J'ai monté des spectacles, j'ai été sur scène pendant 2 ans et demi à Paris avec mon partenaire, dans un duo qui s'appelle Hypnose et moi. On peut faire un spectacle d'hypnose pour promouvoir l'hypnose et ce que ça va apporter à la personne. On peut tout à fait faire un spectacle d'hypnose dans la bienveillance, sans ridiculiser les gens. Bien sûr. Et au contraire, leur apporter quelque chose, peut-être une partie de leur personnalité qu'ils n'avaient pas saisie. J'ai l'exemple d'un jeune homme qui venait nous voir assez régulièrement en spectacle, qui fait partie de ce qu'on appelle ces ultra réceptifs, où c'est impressionnant, 1, 2, 3, tu dors, et poum, ok. Même moi, pour moi, c'est fascinant de voir ça et de le faire en plus. Oui, c'est sûr. Et il était d'une timidité absolument incroyable. À l'extérieur de la salle de spectacle, il nous adressait à peine la parole. Enfin, c'était vraiment une timidité pas possible. Sur scène, c'était une autre personne. C'est-à-dire qu'il développait ses ressources, qu'il avait envie d'être. Et ça lui a montré qu'en fait, il y avait une partie de lui, quelque part, qui avait envie d'être cette personne-là, plutôt sûre d'elle, plutôt drôle, plutôt pleine d'humour. Et du coup, au fur et à mesure, ça l'a amené à faire des séances d'hypnose. Ça lui donnait envie de le faire. Et aujourd'hui, je ne vais pas trahir de secret, il s'est formé en hypnose. Il est hypnothérapeute. Et il a des résultats absolument extraordinaires. Et il a gagné une confiance en lui, une assurance dans l'accompagnement parce que lui l'a vécu aussi. Parce qu'il a participé à ce spectacle-là. Exactement. En fait, si on peut dire, l'hypnose, c'est le dévoilement du potentiel inconscient. C'est complètement ça. C'est ça. Tu dévoiles ce que tu as dans ton inconscient, dont toi-même, tu n'es pas consciente que tu l'as. La personne n'est même pas consciente qu'elle a ce potentiel-là. Et grâce à l'hypnose, elle va pouvoir dévoiler tout le potentiel qu'elle a, ou en tout cas, ça va être évidemment grâce à l'accompagnement de l'hypnothérapeute ou praticien, pour pouvoir lui permettre d'ouvrir cette imagination qui est bloquée malheureusement par les croyances conscientes que la personne a là. On est vraiment là, nous, pour accompagner les gens à faire émerger leur potentiel, émerger leurs ressources. Parfois, les gens arrivent et ils se trouvent bloqués dans une situation, ils ne comprennent pas trop pourquoi ils sont bloqués. Alors, ça peut venir d'un traumatisme, ça peut venir d'une éducation, ça peut venir plein de choses. Nous, notre idée, c'est...
dans la manière dont je travaille, mais je crois qu'on est assez d'accord sur le sujet. On a déjà parlé ensemble. Voilà. On est, un petit fédérateur de changement. C'est OK, on va mettre l'impulse, on va mettre la petite étincelle qui va faire que ça va être le feu d'artifice dans leur vie. Parce qu'ils vont se débarrasser de ce qui pèse trop. De toute façon, le passé, il est passé. On l'a vécu, il est là. Les personnes, elles arrivent avec leurs valises, elles sont bien pleines. Maintenant, le choix qu'elles peuvent faire et qu'elles doivent faire à un moment donné, c'est comment je laisse ces valises sur le bord de la route pour continuer mon chemin en étant léger. C'est ça. Enfin, moi, toi, tu appelles ça valise. Bon, moi, je leur donne une autre image. Mais après, c'est vrai que chacun va faire... moi, je leur donne l'image de murs de prison qu'ils se sont eux-mêmes construits, avec l'image qu'en même temps que ces personnes sont prisonnières, mais elles sont leurs propres geôlières. C'est-à-dire qu'elles ont la clé de leur propre prison. Donc, c'est à elles à ouvrir la porte ou casser les murs qu'elles se sont elles-mêmes construites. Donc, elles ont tous les outils pour déconstruire ce qu'elles ont mis en place comme blocage. Comme blocage et comme croyance limitante. On parle beaucoup de les croyances limitantes quand on travaille en thérapie. C'est comment je me suis construit avec la conviction que je suis nulle, que j'arrive à rien, que je pourrais jamais ci, que je pourrais jamais ça, avec ce petit saboteur, ces petites voix là qui sabotent à l'intérieur. Et dès qu'on a envie d'entreprendre quelque chose, c'est non, t'es nul, non, t'es bon à rien. Et c'est toute cette déconstruction, effectivement, c'est casser ces murs. J'aime beaucoup cette image, je l'utilise aussi parfois avec les personnes, de casser ces murs ou d'ouvrir simplement la porte et de voir que derrière, il y a autre chose qui est possible. C'est ça. L'inconvénient, enfin, ou pas l'inconvénient, mais le problème que les gens ont, c'est qu'ils n'imaginent même pas qu'ils peuvent aller mieux. C'est ça. Ils n'imaginent pas, et c'est difficile. C'est pour ça qu'on va travailler dans l'inconscient, dans l'imaginaire, pour leur faire visualiser, projeter qu'en effet, ils peuvent aller mieux. Mais je le vois souvent, mais c'est impossible que moi je fasse ça, c'est impossible, c'est pas possible. Ils sont dans cette auto-hypnose négative de s'être auto-programmé négativement. Oui, puis cette phrase qu'on entend souvent, mais ça a toujours été comme ça. Voilà. Donc ça sera toujours comme ça aussi. On est exactement. Comme si c'est dans les gènes. Donc, comme c'est dans les gènes. Ah bah si c'est dans les gènes, on peut rien faire. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la gestion du poids notamment, où les personnes arrivent en disant mais moi je suis d'une famille d'obèses, donc je suis obèse, donc c'est une fatalité. Ah bah, si on part de là, effectivement, on va pas intervenir. C'est OK. Je suis moi-même d'une famille d'obèses. Il n'y a pas de fatalité, en fait. On est tout à fait capable de faire autrement et de gérer autrement. Mais parfois, il y a cette loyauté familiale aussi qui dit puisque ma grand-mère, puisque ma mère, puisque mon père, puisque mon frère sont obèses, pour appartenir vraiment à cette famille, pour leur ressembler, pour leur faire plaisir quelque part, moi aussi, je vais être obèse. Allez, comme ça, on fait partie d'un groupe d'appartenance. On peut tout à fait appartenir à sa famille sans avoir les mêmes problèmes que sa famille. C'est possible. Bien sûr. Et donc, changer un peu, casser toutes ces croyances, sur l'hypnose et permettre aux gens qui maintenant nous écoutent, et depuis plusieurs années que je fais cette émission, où j'invite différents thérapeutes à venir à parler, à dédramatiser l'hypnose, et des livres comme le tien qui vont permettre de dire voilà comment ça se passe, parce que tu décris aussi les façons dont tu fais les séances, les dialogues qu'il y a dans les séances. Je suppose que ça a été... tu as dû retranscrire certaines choses, et donc c'est pas évident parce qu'on fait en gardant la confidentialité, bien évidemment. Oui, bien sûr. Parce qu'on est quand même Je ne citerai pas les noms des gens. Non, ils ne sont pas les bons. J'ai changé tous les prénoms, bien évidemment. Oui, j'ai voulu aussi montrer que l'hypnose n'était qu'un outil parmi d'autres. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est praticien, quand on est thérapeute, on peut se dire « je ne fais que ça ». On restreint quand même le champ des possibles. Et c'est vrai que dans ma pratique, je vais utiliser l'hypnose, je vais utiliser la PNL, programmation neurolinguistique, je vais utiliser l'EFT, je vais utiliser la thérapie provocatrice, thérapie d'impact, je vais utiliser ce dont on a besoin. Les neurosciences nous aident beaucoup. Bien sûr. Et je vais utiliser aussi beaucoup les outils créatifs. Chose que j'ai plus touché du doigt avec les enfants et les ados en formation initiale, mais qui s'adapte complètement à un adulte. Quand on demande à un adulte à dessiner, de prendre une feuille et de lâcher, de dessiner ce qui ne va pas, ou dessiner comment ça serait s'il allait mieux,
C'est surprenant hein, pour un adulte de passer par ces outils-là, ouais. Mais il faut savoir que dans chaque adulte qu'on est, il y a ce petit enfant-là à l'intérieur qui a vraiment envie de s'amuser, qui a vraiment envie de faire les choses différemment. Et je pars du principe que quand les mots n'arrivent plus à dire, quand c'est difficile d'exprimer, passer par la création, passer par la pâte à modeler, par la sculpture, par le dessin, par le découpage, je ne sais quoi, ou passer par mes jolies petites peluches vice-versa pour parler de ses émotions, c'est juste fascinant pour un adulte. Et parfois, ça, c'est complètement suffisant. Oui, on n'a pas besoin de passer forcément par une hypnose traditionnelle où on met la personne dans cet état de conscience modifiée parce que de toute façon, elle va l'être. Hein. À partir du moment où elle rentre dans notre cabinet, elle l'est déjà. À partir du moment où elle a pris rendez-vous, il y a déjà quelque chose qui se passe. C'est ça, tout à fait. Et donc ça, c'est important de voir qu'on va utiliser l'imagination. À nouveau, on est dans l'imaginaire et dans des choses qu'elle n'avait pas imaginées avant, mais qui vont lui permettre de sortir de cette construction mentale dans laquelle elles se sont engouffrées. Enfin, c'est tout le but, c'est de détruire les constructions mentales grâce à tel et tel outil, peu importe l'outil. Il y a aussi les différentes approches que l'on peut avoir par rapport aux enfants et aux adolescents. Aujourd'hui, on est confronté à des vrais problèmes d'enfants hyperactifs. On parle beaucoup de haut potentiel, de TDAH, des tas de termes qui reviennent comme ça. Est-ce qu'on va donner des médicaments? Est-ce qu'on va aller voir un psychiatre, du lithium, de ceci, de cela? J'en vois passer plein dans mon cabinet également, mais toi aussi. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un peu voir quelle est ton approche. On va commencer par les enfants déjà. Quelle est ton approche avec les enfants? Quel type d'enfant tu reçois le plus fréquemment? Alors, l'approche avec les enfants, elle est particulière. En tout cas, dans ma démarche, au départ, quand j'ai commencé à exercer en tant que praticienne en hypnose, je recevais les enfants de manière assez conventionnelle. Mais très, très vite, au bout de 2-3 séances, je me suis aperçue que je n'étais pas du tout dans les clous, que ce n'était pas du tout ce qu'il fallait que je fasse. Et ce, pour 2 raisons. La première, c'est que parfois, les parents m'amenaient les enfants comme ça en disant « Bonjour Corinne, je vous amène mon enfant parce qu'il est hyper turbulent en classe. La maîtresse n'en peut plus. Je suis convoquée toutes les semaines et j'en ai marre. Donc, il faut faire en sorte que mon enfant se tienne bien en classe. » Waouh. Ok. Alors, je suis pas magicienne, hein. Toi non plus. Garcimore, c'est pas nous. Si, t'es un peu magicien, toi. Ouais, j'ai la baguette, la grosse baguette, ouais. T'as la grosse baguette. Ok. Alors moi, j'ai pas de baguette magique. Hein. Je pars du principe que chacun d'entre nous, on en a une à l'intérieur de nous. C'est notre inconscient. Voilà. Ce petit magicien intérieur, comme je le dis, avec les enfants, on va aller chercher ton petit magicien intérieur. Alors effectivement, quand je recevais ce type d'enfants où je voyais le gamin un peu se décomposer là sur ma chaise en me disant oui, mais en fait, moi à l'école, je m'ennuie, ça m'intéresse pas, c'est pas ci, c'est pas ça. Ok, est-ce que ça te pose problème, toi, de bouger comme ça en classe? Ah ben non, pas du tout. Et je me dis, mais à partir du moment où je reçois quelqu'un, que ce soit un enfant ou un ado ou un adulte, si lui n'estime ne pas avoir de problème, pourquoi est-ce que moi je vais lui en créer un? En plus, on allait voir un thérapeute, quoi. Donc ça y est, on stigmatise monsieur le petit enfant qui a 6 ans en disant ouais, mais tu vois, tu es malade, tu as un problème, tu vas aller avoir un thérapeute. Et au final, je me suis aperçue que c'était pas la bonne méthode, celle-là. Et puis la deuxième chose dont je me suis aperçue, c'est que asseoir un enfant de 5 ans, 6 ans sur un canapé ou sur un fauteuil, lui dire écoute, tu sais quoi, tu vas rester bien calme, tu vas bien fermer tes yeux, moi je vais t'emmener dans cette détente et tu viens bien m'écouter. Ah bah non, quand on a 5-6 ans, non, on n'a pas envie du tout de rester une demi-heure, 3 quarts d'heure assis sur un canapé comme ça à écouter un thérapeute, aussi gentil et sympathique soit-il. Et je me suis dit, là, je suis en train de me planter à 200% de ce que je suis en train de faire. Du coup, la première chose que je fais maintenant quand j'accompagne les enfants, c'est d'abord de recevoir les parents et d'évoquer la situation de cet enfant. À qui elle pose problème, cette situation? Quand on reçoit un parent qui dit « Ouais, mais mon fils, il a 4 ans et il suce encore son pouce. Il faut qu'il arrête de sucer ce pouce. » Ah oui, pourquoi? Pour qui? Qu'est-ce que ça le dérange lui? Est-ce que ça vous dérange vous? Bah c'est moi quand même. Et puis en plus, on le dit bien, les dents elles vont être en avant, etc. Ah d'accord. Mais votre enfant, est-ce qu'il a envie d'arrêter? Ah ben non, c'est un calvaire, il n'a pas envie, ça le rassure, etc. À partir du moment où le consultant, peu importe l'âge qu'il a, estime que ce n'est pas un problème pour lui, c'est pas un problème pour moi. Alors, tu appelles consultant, parce que je veux quand même préciser, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent, mais c'est le client, en fait. Hein, donc, alors moi, je n'emploie pas client, j'ai compris, mais oui, mais il faut quand même savoir, parce que c'est pas, parce qu'en consultant, je veux dire, moi, je suis consultant, je donne des conseils on me consulte mais c'est pas le cas. Là, c'est la personne qui vient consulter. Voilà, je peux vous préciser. Le client, si tu veux, mais c'est vrai que j'aime pas ce terme. Non, c'est bon. Là, les gens qui viennent, d'accord. D'accord. Donc, effectivement, je fais d'abord le point, une séance
avec le parent pour déterminer quelle est la problématique de l'enfant, comment ça pose problème. Je me suis retrouvée aussi au tout début en situation où j'avais des parents, des mamans ou des papas, peu importe, bon, c'est plus souvent les mamans. Mais bon, c'est un autre débat et un autre sujet, qui venaient et qui racontaient pour la première fois devant l'enfant la problématique de la grossesse, par exemple. Oui, mais alors moi, cet enfant, il est né, j'en voulais pas, et c'était compliqué avec le papa, et il était violent, etc. Et je voyais les petits bouts se décomposer, parce que c'était la première fois, là, comme ça, dans un cabinet, qu'ils entendaient ça. Ce qui n'était pas forcément ni le lieu, ni le moment, et il fallait reprendre les choses avec l'enfant derrière. Et je pense que de déballer comme ça dans le cabinet d'un thérapeute, voilà, brûle pour point l'histoire d'un enfant problématique, c'est quand même très audacieux. Donc, je permets comme ça aux parents de s'exprimer autour d'une problématique, de savoir ce que l'enfant connaît de l'histoire aussi, et puis de voir quel est effectivement le sujet, le vrai problème de l'enfant. À partir du moment où effectivement c'est un problème pour l'enfant, par exemple, on va parler d'énurésie, qu'elle soit primaire ou secondaire, hein, un enfant qui à 13 ans continue à faire pipi au lit, par exemple, parce que ça a redémarré il y a 2 ans, parce qu'il y a eu une problématique, un traumatisme ou quoi, et si ça pose problème à l'enfant, ou à l'ado, oui, bien sûr qu'on va le recevoir et on va l'accompagner. Mais jamais en prime abord. Ça, c'est ma façon d'être. Après, effectivement, je me suis formée en art-thérapie, en outils créatifs pour les enfants et les ados. Et on va utiliser des outils qui sont complètement pas conventionnel en hypnose, parce qu'un enfant, on parlait d'imaginaire tout à l'heure, hein, quand on travaille avec un adulte, on est sur l'imaginaire, sur la suggestion positive, de pouvoir imaginer comment ça va être autrement. L'enfant, il l'est dans cet imaginaire. À partir du moment où tu le fais jouer, tu lui fais faire un puzzle, un dessin, de la pâte modelée, coller des stickers, parler à mes poupées, à mes peluches, peu importe, il est en état d'hypnose. Il est en état modifié de conscience. Et en le faisant jouer, en étant très actif en plus, hein, c'est très fatigant une séance avec un enfant parce que ça bouge dans tous les sens. Et tu bouges avec, hein, parce que si tu es le thérapeute un peu coincé derrière ton bureau et qu'il regarde fait... Non, à un moment donné, comme on dit dans notre métier, on rentre dans la carte du monde de la personne. On s'adapte au consultant qu'on a en face de nous. Donc, tu vas jouer avec lui et en jouant, tu vas lui faire passer les messages, soit sous forme de métaphores, d'histoires que tu vas construire par rapport à ces problématiques et lui faire comprendre un certain nombre de choses. Donc, vraiment, la manière de travailler avec un enfant, elle est très différente. On peut commencer, j'estime, en tout cas, c'est ma façon de percevoir les choses, qu'on peut commencer à faire de l'hypnose un peu plus classique, même si j'en fais même rarement avec les adultes, à partir de 16-17 ans. Où là, on va avoir quand même un jeune qui va être un petit peu plus posé, un peu plus... en plus, cette surprise, envie de découvrir l'hypnose, c'est « Mais hey, Corinne, tu fais comme Mesmer !» Non, je fais mieux. Tu veux que je te montre? Et là, on va partir effectivement sur quelque chose de plus ludique, avec des tests de réceptivité, etc. L'approche à un enfant, à un adolescent, elle est vraiment très particulière dans notre pratique. Très bien. Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'approche avec les parents d'abord, personnellement, ce que je fais, c'est que je leur envoie un questionnaire où ils vont répondre à toutes ces questions assez intimes sur la venue de l'enfant, sur sa place dans la fratrie, sur l'objectif recherché, etc., qui va éviter une séance d'1 heure, on va dire, au préalable avec moi, et qui va permettre aussi d'éviter de parler devant l'enfant ou de le faire attendre en salle d'attente, ce qui est horrible aussi. Donc ça permet, une fois qu'ils ont répondu au questionnaire, là je peux les recevoir parce que j'aurai posé toutes les questions qu'il faut par rapport à ça. Alors moi j'avoue que je ne suis pas très questionnaire. D'accord. Parce que j'aime bien avoir la personne en face de moi. Parce que j'aime bien avoir la maman ou le papa, de voir leur réaction, de voir leur non-verbal aussi quand ils vont évoquer quelque chose. Parce qu'une maman qui va, enfin pour moi, hein, qui va répondre comment s'est passée la grossesse. Ça a été très compliqué, la grossesse a été difficile, l'accouchement a été très long. Ok, très bien. Mais est-ce qu'il y a encore une émotion autour de ça ? Par l'écrit, pour moi, l'émotion, je la sens pas, je la vois pas. Et de la voir en face de moi et de voir cette maman qui s'effondre 10 ans après, par exemple, de cette grossesse, de cet accouchement qui a été très dur, ça me donne moi un indicateur aussi de comment émotionnellement elle a transmis ça à son enfant et comment lui va envisager les choses sur sa naissance. Donc ouais, c'est vrai que j'aime bien avoir ce contact humain. Après, on a tous notre manière de travailler et heureusement. Oui, bien sûr. Et c'est très chouette parce que quand je dis que tous les consultants sont particuliers et ont leur histoire, bah, tous les thérapeutes sont particuliers et ont leur histoire et leur approche et leur manière d'être. C'est pour ça que je dis toujours aux gens quand on me dit mais comment on fait pour trouver un bon praticien en hypnose, un bon hypnothérapeute? Bah, c'est le feeling en fait. Il faut surtout que la personne, elle se sente bien avec nous, qu'elle ait envie de faire ce travail avec nous. Et je leur laisse toujours la porte ouverte à dire non,
Votre tête, Corinne, elle me revient pas. C'est pas envie avec vous, j'ai envie de travailler. Et c'est OK pour moi. Ça va pas remettre en cause ma pratique. Ça va pas remettre en cause qui je suis, ni en tant que personne, ni en tant que professionnel. Mais je peux très bien ne pas avoir cette accroche à un moment donné avec quelqu'un et qu'elle va avoir avec toi ou avec quelqu'un d'autre. C'est pas un souci, en fait. Oui, c'est vrai, tout à fait. Il faut qu'il y ait le rapport de confiance, d'abord, c'est primordial. Et puis ensuite, pouvoir... parce qu'on va quand même se confier, on va quand même se donner dans cette heure ou heure et demie qu'on va passer ensemble. Et puis, pouvoir dire, je vais essayer d'aller mieux avec les outils qui me sont proposés. C'est complètement Donc, il faut faire confiance aux outils aussi. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Dans ce lâcher-prise, hein, on est dans ce fameux laisser-aller complet du mental, du corps, de tout. Clairement, quand tu demandes à une personne de se détendre, de lâcher prise, si elle n'a pas confiance en toi et qu'elle fait « Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va me faire et je le sens pas ou je la sens pas et au secours !» Le lâcher-prise, non. Enfin, humainement, tu vas pas lâcher prise. Moi, il m'est arrivé de travailler en formation avec des collègues où à un moment donné, le collègue qui est à côté, je fais « Ben non, j'irai pas en fait. J'ai pas du tout envie de partir en hypnose avec toi. » Soit parce que la voix, elle me plaît pas, parce que je te sens pas, parce qu'au niveau de l'énergie, c'est pas OK, parce que t'es trop ci, pas assez ça. Pour moi, en fait, en tant que consultant. Donc, nos consultants ont aussi le droit de faire ce choix. Et c'est le cas pour les enfants et les ados aussi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'un enfant qui va dire à son parent, non, je veux pas y retourner. Non, elle me plaît pas, la dame. C'est OK, c'est pas un problème, en fait. Il a le droit, même s'il a 5 ans. Il faut les écouter, ces petits bouts, un petit peu. On leur oblige quand même beaucoup de choses dans leur vie. La maîtresse, on leur impose. L'école, on leur impose. Le prof de judo, il est imposé aussi. Heureusement que le praticien qui va les accompagner au changement, ils ont aussi le droit de dire non, sa tronche, je l'aime pas. Et donc, justement, on se retrouve, pour continuer à parler des enfants, on se retrouve avec des enfants qui ne sont pas du tout adaptés au système scolaire. Beaucoup. Et des enseignants, malheureusement, ça j'en vois tout le temps, qui n'ont malheureusement aucune pédagogie. Et on se pose la question, mais pourquoi vous faites ce métier-là? D'accord? Si vous n'aimez pas les enfants et que vous les saquez à longueur de journée, c'est un peu une grosse remise en question. Et malheureusement, il n'y a pas de dialogue en commun. Je parle beaucoup avec des directeurs ou directrices d'école. C'est très, très difficile de les réunir pour leur dire, ben voilà, on peut aborder l'année différemment, on peut faire les choses différemment, mais ça ne se passe pas. C'est dommage. Très compliqué, en éducation nationale. Pourquoi? Parce qu'on a des enseignants, même sur des petites classes, qui se retrouvent avec 30, 35 enfants, à qui on demande de faire de la pédagogie différenciée. Mais comment faire de la pédagogie différenciée avec un élève qui a telle problématique, l'autre qui a celle-là, et puis le reste de la classe à gérer? Donc effectivement, on demande aujourd'hui aux enfants de rentrer dans le moule de ce qu'on leur propose. Et ils n'ont pas le droit de faire un pas de travers. Et c'est là où, effectivement, à un moment donné, on a beaucoup de diagnostics, on va parler ça, d'enfants trop agités, trop ci, trop ça, TDAH. Ouais, mais on pose des diagnostics très faciles. Et comme on a des parents qui vont nous diagnostiquer leurs enfants très vite, non, mais moi, il est hyper intelligent, il est précoce. Voilà. Ça, on a beaucoup. Il est HP. Il est HP. HPI, HP ça. C'est pour ça que ça ne va pas à l'école. La maîtresse n'a rien compris. Donc, c'est vraiment une adaptation qu'il faut faire dans tous les sens. Après, effectivement, un enseignant, moi, je les admire par moment, même si, comme tu disais, ils ne sont pas toujours hyper ouverts à ce qu'on va leur apporter. Mais je les admire de gérer une classe de 35, parce qu'à un moment donné, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Entre Juliette qui voit mal, Gustave qui est agité, Charlotte qui a envie de faire pipi toutes les 4 minutes. Enfin, il faut gérer tout ça, toutes ces problématiques-là. Et ça devient des problématiques alors que ça n'en est pas. C'est-à-dire qu'un enfant qui est agité en classe, c'est juste qu'à un moment donné, excuse-moi, moi, tu me mets plus 8 heures sur un siège à attendre et à écouter quelqu'un. Ça marche plus bien. Alors pourquoi nos enfants, on leur demande ça? Donc effectivement, là, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Bon, malheureusement, on n'est pas, ni toi ni moi, ministre de l'Éducation, mais peut-être qu'on va y songer. Mais si on pouvait aussi rentrer dans les écoles pour apprendre la méditation, pour apprendre la sophro, pour sophrologie, la respiration, la concentration, le lieu ressource, le repos, la respiration, apprendre à nos enfants de respirer. Cohérence cardiaque tous les matins avant de commencer. C'est quand même pas super compliqué, quoi. Ouais. Mais il faut... il y a du travail à faire.
Mais aussi, on va aborder tranquillement le monde des ados, qui est différent et qui commence déjà à 12 ans, 13 ans, jusqu'à 18, 19 carrément. Oui, on est en pré-ado aujourd'hui, oui. 9-10 ans déjà. Hein, oui, voilà. Effectivement, le monde des ados, c'est un monde très particulier. Alors, moi, je ne sais pas si tu te souviens de ton adolescence. Moi, je me souviens très bien de la mienne. Moi, je suis encore dedans. Tu es encore dedans? Ouais, voilà. C'est une bête à part, hein, l'adolescent. Il est quand même très particulier parce qu'il n'est plus encore un enfant et en même temps, il n'est pas encore un adulte. Donc, il se retrouve un petit peu entre deux mondes comme ça, où ça l'intéresse quand même par moment d'être considéré comme un enfant, hein, quand il s'agit de ranger sa chambre ou d'aider à la maison. Et par contre, pour sortir et aller voir les copains, j'aimerais bien qu'on me considère comme un grand. Donc lui, il sait pas où il navigue dans ce monde-là, il sait pas trop où il en est. Il en joue un petit peu aussi, hein, parce que c'est le propre de l'adolescent, hein, de jouer un petit peu avec ça. Et puis il y a tous ces changements en fait aussi morphologiques, hormonaux qui sont en train de se passer. Donc l'ado, il n'est pas toujours bien dans ses baskets. On sait aussi que le monde d'adolescent, c'est un monde un peu impitoyable. Hein, ils sont durs entre eux. Les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien non plus. Hein. On a beaucoup de harcèlement, on a beaucoup de choses qui se passent. Je ne sais pas si tu as ces problématiques-là en cabinet, mais moi, je les ai de plus en plus. Ah oui, mais les réseaux sociaux, c'est le pire. C'est une catastrophe. Alors, c'est génial. C'est un outil extraordinaire et en même temps, ça prend beaucoup de temps et c'est un moyen très facile derrière son écran d'aller insulter Josette. Il s'appelle plus Josette maintenant, hein, c'est d'un autre temps, je suis un peu âgée. Voilà, de Ludivine, de dire ouais, elle est comme ci, elle est comme ça, elle est trop grosse, elle est trop machin, elle est son appareil dentaire, etc. Et c'est au vu de tout le monde. Et ça fait de sacrés dégâts. L'ado, effectivement, il va falloir rentrer dans son monde, il va falloir l'apprivoiser. C'est vraiment un petit chat sauvage, hein, l'adolescent, il sait pas trop où il est. Et dans la démarche thérapeutique et dans l'accompagnement, on est vraiment sur cette confiance. Nos ados, l'oublions pas, ils viennent de passer une période extrêmement compliquée. Si la période du coronavirus a été difficile pour nous, elle l'a été pour les enfants, mais les ados ont pris de plein fouet cette absence de liberté au moment où ils ont envie de la développer, cette peur de la mort finalement, parce qu'on est en train de leur dire mais regarde, en fait tu peux mourir demain. Waouh. Quand tu es ado, tu n'as pas du tout envie de ça. Ou alors tu vas aller dans les extrêmes et jouer avec cette mort. C'est toujours sur un fil. Donc l'accompagnement de l'ado, elle est juste... Enfin moi j'adore, hein, j'ai bossé beaucoup avec les ados parce que dans ma carrière professionnelle, j'étais assistante sociale, chef de service dans un internat pour ados en difficulté. Et c'est un monde que je trouve absolument extraordinaire et fascinant. Mais chaque thérapeute doit effectivement s'adapter à ce monde et à s'adapter aussi à l'évolution psychologique d'un ado. Il est normal qu'un ado se rebelle contre ses parents. J'ai eu la situation d'une maman qui vient me voir et qui me dit « Voilà, je vais vous amener mon ado, elle a 14 ans, elle va plus au collège. » Elle va plus au collège, comment ça? Ben non, elle veut plus se lever le matin et en même temps, elle regarde la télé, elle joue aux vidéos jusqu'à 4 heures du matin. Alors forcément, quand je la réveille à 2 heures après, elle m'envoie bouler et elle me dit « Non, mais je suis trop fatiguée, laisse-moi dormir. » Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que vous l'obligiez à arrêter de regarder la télé, d'arrêter sur ce jeu vidéo, de se coucher et d'aller à l'école. Je dis, mais à un moment donné, vous voulez quoi? Que je vienne chez vous et que je fasse le rôle du grand frère, là, qu'on voit à la télé, que je prenne la télé, que je l'enlève de la chambre? Ah ouais, mais moi, si je le fais, elle hurle dessus, elle est en colère. Sauf que moi, je ne suis pas l'éducateur de son enfant. Et qu'à un moment donné, j'ai refusé de recevoir cette jeune fille, effectivement, et j'ai travaillé avec la maman pour qu'elle reprenne sa place de parent. On peut être un parent cool, hein, on peut être un parent, bien sûr. Mais un enfant et un ado spécifiquement, il a besoin d'un cadre, même si ce cadre, on va le faire mouvoir un petit peu. Il ne faut pas que ce soit un mur, mais à un moment donné, c'est vraiment important de comprendre le développement de l'adolescent avant de les recevoir. Tout à fait, et donc tu as bien fait de recevoir cette maman, ou le papa aussi avec, parce qu'il faut... Pas le papa. Ouais, y a pas de papa. Malheureusement, pas le papa. Je pense que ça aurait été bien pour cette jeune fille. Ouais. Et parce qu'en fait, les parents souvent sabotent le travail et on se retrouve à faire un travail et puis ils rentrent chez eux 1 heure plus tard. Tout le contraire a été dit par la maman ou le papa d'ailleurs. Et c'est très dommage. Donc c'est vrai que c'est important de les voir, les parents, et de travailler avec eux en parallèle en tout cas. Alors moi, c'est le contrat que je passe avec eux quand je les vois la première fois, sur la première séance, où je leur dis, écoutez, voilà, je ne vous parlerai pas de ce qui se passe en séance, sauf si votre enfant est en danger ou qu'il met la vie d'autrui en danger. Ça, c'est basique. Par contre, je vais lui demander des choses, je vais lui proposer des choses. Je vous demande, vous, de me faire confiance. Quoi que je demande, quoi que je fasse, quoi que je dise, vous devez suivre. Si vous ne suivez pas ce que je vais proposer à votre enfant, je ne peux pas l'accompagner.
Les parents, généralement, quand il y a une vraie problématique d'énérésie, de tout ce qu'on veut avec leur enfant à la rado, ils sont prêts à suivre. Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, c'est pas si sûr que ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sont coincés. Tout à fait. Et des fois, il y a un parent qui veut la thérapie et l'autre qui veut pas. C'est toujours très compliqué de travailler avec des mineurs. Il y a souvent des familles recomposées. Donc, il y a le beau-père, la belle-mère, il y a les demi-frères, demi-sœurs. Et ça fait un cadre très compliqué. Tout à fait. C'est très compliqué. Ouais. Donc bon, après... Mais c'est à nous de poser ce cadre thérapeutique et aux personnes de l'accepter ou pas et de comprendre que si je propose ça, c'est pour le bien de son enfant et parce que son enfant en a besoin aussi. Je parlais d'énurésie parce que c'est un vrai problème aussi aujourd'hui de société avec le harcèlement scolaire, mais parfois les deux sont liés. Quand on a effectivement un parent qui en a ras-le-bol du pipi au lit toutes les nuits, qu'est-ce qu'il fait? Il rachète des couches, il se lève la nuit, il change les draps, enfin bon... Ah mais stop en fait. Et à un moment donné, le premier travail que je vais faire avec un parent, c'est de dire mais non, votre enfant c'est plus un bébé, donc vous allez enlever les couches. Ah ouais, mais il va falloir que je me relève la nuit pour faire. Bah non, en fait c'est lui qui va faire. Et de redonner la responsabilité aussi du problème aux parents, c'est très compliqué pour les mamans de dire ouais, mon enfant de 7 ans, il va se lever la nuit, il va changer ses draps, le lendemain matin il va les mettre dans la machine. Mais en même temps, c'est une des clés du succès sur l'énurésie. Absolument. C'est prendre sa responsabilité. Exactement. Parce qu'il reste toujours bébé, en fait, dans cette démarche. C'est sa manière à lui de rester le bébé de maman, ou de papa, peu importe. Et on l'entretient dans cette façon d'être, quoi. Exactement. Oui, tout à fait. Donc, pour les enfants, il y a aussi ce que moi je rencontre, c'est l'addiction aux réseaux sociaux. Pas seulement le problème que ça va causer quant à la relation malsaine qu'il y a derrière, parce qu'il y a beaucoup de relations malsaines, mais disons que si on reste juste sur l'addiction au téléphone, à l'écran, au réseau, au TikTok ou autre, c'est une catastrophe. Bien sûr. C'est une catastrophe et les résultats scolaires sont là, tout est en baisse à cause du portable. Bien sûr. À cause du portable. Et c'est vrai que c'est devenu un vrai enjeu de société, une vraie problématique. D'ailleurs, j'ai une expérience dans le livre d'un adolescent comme ça qui vient, alors la maman vient me voir en me disant il faut, et l'enfant, l'ado n'a absolument pas envie de venir me voir. Et son déclencheur à lui, son déclic pour venir travailler sur cette problématique-là, c'est le décès de sa grand-mère, où il se rend compte qu'en fait, ça fait des mois et des mois qu'il n'a pas vu sa grand-mère qui était malade, que du coup, il n'a pas profité des derniers moments parce qu'il était trop pris dans ses jeux vidéo. Et que là, c'est vraiment le déclencheur en disant je suis en train de faire n'importe quoi. Et là, il a bien voulu qu'on fasse un travail d'accompagnement. C'est juste un enfant qui était complètement perdu et qui avait besoin de remettre pied avec la réalité, de revenir dans le monde du réel et de trouver ce qu'il avait envie de faire. Arrêter de partir dans cet imaginaire. Mais effectivement, les téléphones, on voit de plus en plus jeunes. En plus, ils les ont, les portables maintenant. On voit les petits gamins qui sont addicts. On voit les parents. Je sais pas, je vais pas cracher sur mes amis, mais j'ai des amis avec des tout petits pour avoir la paix, et tiens, prends mon téléphone et joue au jeu, quoi. Oui. Waouh. À un moment donné, tu peux aussi lui filer un bouquin, tu peux aussi lui filer des feuilles, du papier, des crayons, des stickers et faire autre chose que de... Ouais. Quand on voit des petits bouts de 3-4 ans qui savent déjà utiliser les téléphones. Alors moi, je suis ancienne génération, on n'en avait pas. On savait pas ce que c'était, dis donc, les téléphones. Nous, on allait à la cabine en bas pour téléphoner. Waouh. 3 ans, ils sont meilleurs que moi, Ils comprennent vachement plus vite que moi comment ça marche un smartphone. C'est impressionnant. Mais ça, c'est effectivement une éducation du parent aussi à avoir à un moment donné. Bien sûr. Et puis, ça devient très dur. J'ai le cas d'une ado qui... donc, les parents sont séparés. Eh bien, son père a refusé... Parce qu'elle s'était fait voler son portable. Son père a refusé de lui racheter un autre parce qu'elle était sur les réseaux constamment. Elle a quitté son père, mais totalement. Elle était chez son père et elle ne lui parle plus depuis maintenant des mois et des mois parce qu'il a refusé de lui racheter un smartphone et que la mère, elle lui a accepté. Et donc, elle est maintenant chez sa mère et voilà, de retour, dans les réseaux. Et c'est une vie qui est presque gâchée, quoi. Ou des vies gâchées parce qu'il y a toutes les relations, aussi, tout relationnel, bien sûr. C'est une catastrophe. C'est catastrophique. Je dis dans le livre que c'est un outil extraordinaire, Internet. C'est absolument fascinant. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as besoin d'une info, tu as besoin de faire un exposé, tu as besoin de te dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé politiquement dans tel pays ? Tu vas chercher l'info et tu as l'info. Donc c'est génial. Nous, on allait à la bibliothèque pour chercher les informations. On écoutait le journal de 20h.
que je n'écoute plus aujourd'hui, parce qu'ils nous parlent de la même chose tout le temps. Mais à un moment donné, effectivement, ils ont un outil extraordinaire. Et comment faire pour que cet outil reste une richesse et soit pas un piège aujourd'hui? C'est ça. Alors oui, on les reçoit, hein, nous, les jeunes là, qui sont addicts à leurs écrans, à leur téléphone, mais je pense qu'en amont, hein, exactement comme on parlait de l'éducation nationale, qui a aussi une adaptation à avoir avec les enfants, c'est aussi quel est le rôle du parent. Et mettre le parent au centre de la parentalité, c'est quand même essentiel aussi. À un moment donné, il y a ce travail éducatif à faire au niveau des parents. On ne s'improvise pas parents, c'est compliqué hein, d'être parent. C'est difficile. Hein. Oui, bien sûr. Mais à un moment donné, on a des parents qui sont tellement préoccupés par la situation, le financier, s'occuper de la maison, le travail, qui sont de plus en plus chargés, que la facilité, c'est tiens, mon chéri, prends ton téléphone et puis surtout, m'enquiquine pas parce que je suis fatiguée ce soir. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce que tu pourrais, juste comme ça, est-ce que tu as quelque chose d'assez rapide, mais peut-être un petit outil auquel tu pourrais conseiller pour un ado qui est addict au téléphone par quoi il pourrait commencer ou comment est-ce qu'on pourrait justement un peu retirer cette addiction sans pour autant, évidemment, on ne va pas la résoudre tout de suite comme ça sur une émission de radio, mais déjà un truc. Déjà, la première chose que je dirais, c'est aux parents de passer du temps avec leur ado. Mais du temps qui fait plaisir à l'ado. C'est pas d'imaginer qu'effectivement, tiens, mon chéri, on va aller visiter le musée Rodin parce que c'est vachement sympa. Si le gamin, il n'en a rien à faire de Rodin et des sculptures, ça va être compliqué. Mais on peut rentrer dans son monde. Et effectivement, simplement poser ton jeu vidéo quelques instants, parle-moi de ton jeu vidéo. Au lieu de dessus, explique-moi ce que c'est. Parle-moi de cet univers. Qu'est-ce qui te plaît dans cet univers? S'intéresser à son ado, même par le biais de son addiction, lui permet déjà de se séparer et de prendre de la distance. Après, si effectivement votre ado, il aime le basket et que vous détestez ça, un minimum d'effort pour aller le voir jouer au basket. Mais partager du temps en famille, ça va être essentiel. Après, ce qu'on va proposer ou ce que je vais proposer aux ados, effectivement, c'est de faire quelque chose avant de se connecter, par exemple. Avant de te connecter à ton téléphone, je vais te proposer Alors, ça va être très variable en fonction des ados. Il y en a eu un comme ça, où je lui ai dit, écoute, il adorait le sport. Il avait arrêté le sport parce que tellement pris dans son jeu, et je peux pas quitter mon jeu parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Je lui ai dit, toi qui aimes le sport... En plus, il se plaignait parce qu'il avait pris un peu de poids, que du coup, les muscles étaient un peu plus flasques, alors que c'était un ado qui était sportif. Je lui ai dit, maintenant, à chaque fois, avant d'aller sur ton jeu, tu vas faire 10 pompes. Elle m'a regardé un peu bizarre. J'ai dit, mais je t'avais prévenu que je n'étais pas une thérapeute conventionnelle, donc à un moment donné. Et je lui ai dit, est-ce que tu es prête de jouer avec ça? Est-ce que tu es prêt à essayer ce que je te propose? Ouais, c'est OK. Très bien. Maintenant, tu sais, moi, je ne suis pas maîtresse d'école, je ne suis pas professeur, je ne te mettrai pas de notes et je ne te mettrai pas une punition si tu ne le fais pas. Maintenant, toi, tu viens en disant, ouais, j'arrive pas à le faire, voilà ce que je te propose comme outil. Ça va, c'est tranquille, c'est simple. Je ne suis pas en train de te dire, tous les soirs, tu files ton téléphone à maman. C'est pas la sanction. Ouais. Tu te plains de ton poids, tu te plains de ton corps, OK, fais les 10 pompes. Ouais, il a commencé par faire 10 pompes. Et puis après, il en a fait 30. Et puis après, c'était 50. Et puis après, il s'est remis au sport. Et puis qu'au final, ce jeu-là, il l'intéressait beaucoup moins. Parce que lui, c'était le sport, finalement, qui l'intéressait à la base. Tout à fait. Bon, donc c'est chouette. Toi, c'est vraiment c'est des bonnes approches. D'aller détourner. Après, chaque cas est particulier avec les ados. Les petits jeunes, souvent, ils sont pris dans cet imaginaire parce que c'est compliqué pour eux, la réalité. Donc, comment on peut la rendre plus cool, cette réalité? Qu'est-ce qui te plairait de faire? Qu'est-ce qui te plairait de vivre? Moi, je sais pas, j'ai pas où j'ai envie d'aller. OK, est-ce que tu as testé ça ou ça? Non, j'avais pas testé. Qu'est-ce que tu as envie d'essayer? Ils savent pas eux-mêmes. Ils savent pas, ils sont perdus. Donc à nous aussi d'être force de proposition, là où parfois les parents, ils ont baissé les bras, en fait. Tout simplement. Il y a des jeunes à qui je vais proposer, au lieu d'être sur leur écran, d'aller... J'en avais un, il est très étonnant. Écran. Et c'était un gamin qui adorait la nature. Sauf que c'était le seul gamin de 16 ans autour de lui qui aimait aller se balader dans la forêt, faire des câlins aux arbres. Il me dit, mais si je le fais, je passe pour un taré, quoi. Tous mes copains, ils sont sur leurs écrans, sur Fortnite, sur machin, sur truc. Mais moi, je vais quand même pas leur dire que mon kiff, c'est d'aller en forêt. Donc, il a fallu d'abord travailler avec lui sur l'acceptation de sa différence. Comment est-ce que tu peux être à la fois dans un groupe, accepté par eux en parlant de Fortnite, parce que c'est important de parler de Fortnite ou du foot ou je sais pas quoi, et à la fois être ce que tu es toi profondément. En quoi ça va te mettre à mal ce que tu es? Il a réfléchi un moment et il a dit, je sais pas. Je dis, tu sais, t'es même pas obligé de leur dire à tes copains que tu vas te balader en forêt, que tu prends les arbres dans tes bras, parce qu'eux, ils y seront pas en forêt, ils seront devant Fortnite.
Et rien que ce petit déclic, de le dire, tu as le droit de ne pas être comme les autres. Tu as le droit d'être différent. Tu as le droit de vivre les choses comme tu les ressens. Le jeu vidéo, il a vachement moins d'intérêt, en fait. Et c'est un gamin qui allait se balader dès qu'il pouvait en forêt faire des câlins à ses arbres. Et aujourd'hui, il va bien. Super, super. Oui, la difficulté, elle reste quand même le soir. La nuit, quand on a fini de parler avec les parents, le social, les copains ne sont pas là, la forêt n'est pas là. Donc, on est de 11h, 10h, 11h du soir jusqu'à 2h, 3h du matin sur un téléphone en train de jouer en réseau avec des autres. Et ça, c'est difficile à enlever, quoi. Ouais, après, c'est aussi leur faire comprendre l'importance du sommeil. Oui, bien sûr, bien sûr. On les éduque pas à dormir, nos enfants. On leur explique pas qu'est-ce qui se passe dans ton corps et dans ton cerveau là quand tu dors. Comment tu as besoin de le reposer. Comment est-ce que ton cerveau il va enclencher des choses au niveau neurologique. Comment est-ce que ça se passe. Je crois qu'il faut aussi arrêter, je vais être un peu provocatrice, mais je le suis assez souvent, de prendre les ados pour des débiles, en fait. Tout à fait. Ouais. Et leur expliquer clairement les choses. Oui, bien sûr. Voilà ce qui se passe quand tu dors. Neuroscientifiquement, etc. Bien sûr. Bien sûr. Et une fois qu'ils ont capté cette chose-là, c'est vachement plus facile pour eux, en fait, de dire, oui, c'est vrai, l'importance du sommeil. Tout à fait. Bon, après, voilà, encore une fois, ce sont que des petits exemples parmi tant d'autres. Et tu peux fonctionner de la même manière avec des adultes. À un moment donné, l'adulte, quand tu vas lui expliquer les choses, quand tu lui expliques que c'est possible, c'est OK, en fait, pour eux. Ils ont envie que ça change. Ils n'ont pas envie de rester dans leur mal-être, les gens. Oui, c'est pour ça qu'ils viennent, d'ailleurs. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Ça qui est très intéressant. C'est très bien. Écoute, Corinne, mine de rien, l'émission arrive petit à petit à sa fin. Déjà, c'est vite. Hein. Ça passe très vite. Et, on va en parler des heures, en fait. Voilà. Alors, il ne nous reste que 2-3 minutes. En ces 2-3 minutes, est-ce que tu peux nous raconter très vite quelque chose de très impactant? Et puis aussi dire aux auditeurs, auditrices qui sont là, où est-ce qu'ils peuvent te trouver s'ils veulent te consulter? Quelque chose de très impactant. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, là, c'est une dame qui venait parce qu'elle avait une phobie des ascenseurs. Elle ne pouvait pas rentrer dans un ascenseur, elle ne pouvait pas rentrer dans un avion non plus, et elle ne pouvait pas passer un pont en voiture. Okay. Phobie, alors comment on va la travailler? Au final, ça a été assez étonnant parce que sa phobie venait de l'accouchement de sa maman. En fait, il s'est avéré en posant la question à sa maman que l'accouchement avait été très compliqué, que ce petit bébé là qu'elle était, qui devait sortir de ce ventre et passer ce passage là un petit peu compliqué, avait été coincé. Et coincé en plus avec le cordon autour du cou. Donc panique à bord très certainement chez ce bébé qui commençait à étouffer et qui n'arrivait pas à sortir. Et il a fallu, pour qu'on puisse traiter cette phobie, gérer cette phobie et la débarrasser de cette phobie, qu'on aille rassurer ce petit bébé au moment de cette naissance en lui disant qu'ok, oui, bien sûr que ça avait été très dur, elle avait eu très très peur de ce qui se passait, mais qu'au final tout allait bien, qu'il était en vie, que tout allait bien se passer, qu'il était pris en charge. Magique. Ouais. Elle prend les ascenseurs, elle prend l'autoroute, elle prend les ponts et elle part en avion en vacances. Enfin, quand c'est possible. Génial. C'est l'inconscient, c'est extraordinaire. Exactement. C'est l'inconscient avait enregistré. Voilà, une petite anecdote, entre guillemets, mais qui était très étonnante à travailler. Ce n'était pas un trauma de j'ai été bloqué dans un ascenseur où il y a eu des turbulences. Exactement. Ouais. Super. Alors, Corinne, où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors, je pratique, donc, comme on disait au début de l'émission, à Deuil-la-Barre, 55 rue Haute. Pour prendre rendez-vous, c'est simple, Doctolib. On tape mon nom, mon prénom, Deuil-la-Barre. Voilà. Après, pour tout ce qui est arrêt du tabac, il y a le Centre européen d'arrêt du tabac par l'hypnose qui se retrouve 58 rue de Cléry, à Paris dans le 2e, avec que des praticiens experts en sevrage tabagique. Et c'est un centre qui est ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 22h. Alors, aucune excuse pour continuer à s'intoxiquer et à s'empoisonner, parce que vous pouvez même venir à 7h le dimanche matin. Voilà. Sinon, on peut me trouver sur tous les réseaux sociaux, sans être addict, Facebook, Instagram, etc. Et puis, le livre qui est en vente sur Amazon. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Émission très agréable. Merci à Philippe également, Merci à la technique. Philippe. Et je rappelle à nos auditeurs, auditrices, que notre émission a lieu tous les 2e et 4e mercredis de chaque mois, qu'elle sera retransmise sur YouTube également et que vous pouvez également me consulter sur Doctolib. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Shlomi. À bientôt. Merci Corinne. Au revoir.